Je suis très content d'être ici pour vous parler, pas de mes travaux de recherche, mais quand même de mon domaine de recherche, qui est la théorie des groupes et la théorie des représentations, et qu'on pourrait définir comme l'étude de la symétrie en tant que telle. Ok. Alors, toutes les histoires de théorie des représentations démarrent avec une action de groupe comme celle-là. Ok. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est de convaincre que vous êtes familier avec cet objet. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça signifie en mathématiques, pourquoi on l'étudie et pourquoi c'est utile. Donc, déjà pour comprendre cette phrase, il faut comprendre qu'il faut la lire comme G agit sur X. Et l'idée est que X est un objet que vous avez envie d'étudier. Et vous vous rendez compte que sur votre objet, vous connaissez certaines symétries qui sont encodées par une structure qu'on appelle groupe. Et ces symétries, vous devez les penser comme, en quelque sens, une façon de bouger votre objet. Et c'est quelque chose avec lequel vous êtes certainement familier. Je vais vous faire un exemple pour vous montrer que vous le connaissez. Pour ça, je vous invite chez moi et on va regarder la télé. Et en particulier, ce qu'on va faire est d'étudier le problème, de trouver une émission qui nous plaît sur la télé. Okay? Et X, ici, est la télé. Et pour résoudre ce problème, on va changer de chaîne jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui nous plaît. Et pour ça, on va utiliser notre groupe, qui est la télécommande, et qui nous permet de changer de chaîne. Je vous montre comment ça marche. Alors, je pique une chaîne à hasard, 0. Astérix et Obélix, c'est très bien. On pourrait avoir envie de le regarder. Ça, c'est la chaîne 0, la chaîne de départ. Mais même si on veut regarder Astérix et Obélix, je suis obligé de changer parce qu'il faut que je vous montre comment ça marche. Et là, j'ai un bouton qui s'appelle plus 1, qui me permet de passer à la chaîne suivante. Du coup, j'appuie sur plus 1 et voilà, il y a un petit documentaire Arte sur les lions dans la salon. C'est bien, mais je pense qu'on en a tous vu beaucoup, donc je peux encore appuyer plus 1, on trouve quotidien. C'est très très bien l'info, mais je pense que l'info et les maths en même temps, c'est un peu trop. Donc là, on a choisi qu'on n'a pas envie de regarder quotidien, très bien, mais qu'est-ce qu'on veut regarder? Astérix Obélix, donc il faut revenir en arrière. Et en fait, pour revenir en arrière, j'utilise un autre bouton qui est moins 1, qui me permet de revenir sur ce que j'ai fait. Du coup, j'appuie sur moins 1 et je retrouve les lions dans la savane parce que 2 fois plus 1 moins 1, c'est égal à 1. Et après, si je fais encore moins 1, je reviens encore en arrière et je trouve Astérix Obélix. On a envie de regarder Astérix Obélix, donc il faut qu'on change plus de chaîne. Mais cette opération spéciale de ne plus changer de chaîne, il faut la voir comme une opération neutre. Donc ici, vous ne le voyez pas, mais j'ai un bouton qui est le bouton neutre, et quand je l'appuie, ça ne change plus de chaîne. On peut regarder Astérix Obélix, je l'appuie. On peut profiter. Et profiter. Jusqu'à ce que ça arrive le moment que je vous dis que j'aime pas Astérix Obélix, donc il faut que je change parce que ça ne me plaît pas. Et je sais que sur la chaîne 1 et 2, il y a des choses qui ne me plaisent pas parce que j'ai déjà étudié ma TD, donc je passe direct au plus 3, j'ai un autre bouton qui est plus 3, faut voir, moi ça me donne envie. Mais sinon, on peut faire encore plus 1 et plus 1 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chaînes sur ma télé. Et on est obligé de parler un peu plus de maths un peu plus sérieusement. Donc là, vous avez vu un exemple d'une action de la télécommande sur la télé par changement de chaîne. Okay? Mathématiquement, la télécommande est un groupe. Et un groupe, c'est la structure qui encode la possibilité d'agir. Un groupe est un ensemble sur lequel on a une opération qu'on appelle multiplication, ici est dénotée avec une étoile. Et en particulier, étant donné deux éléments G1 et G2, on peut faire étoile, le multiplier, ça nous donne un troisième élément qui est G1 étoile G2. C'est le produit des deux. Après, on a certaines propriétés de compatibilité, comme l'associativité, qui nous dit qu'on peut oublier les parenthèses quand on multiplie plusieurs éléments. Après, on a un élément spécial qui est l'élément neutre. Et en gros, il encode le fait que quand on multiplie par le neutre, on ne fait rien. Si on multiplie un élément par le nôtre, on trouve le même élément. Et après, on a aussi une opération qui nous permet de revenir en arrière, et c'est l'opération de prendre l'inverse d'un élément. En particulier, étant donné G, il existe un élément qui est G-1, et quand on multiplie G et G-1, on trouve l'élément neutre. Ça signifie que si on fait une opération, et après on fait l'opération inverse, au final, c'est comme si on n'avait rien fait. Et de groupes, vous en connaissez beaucoup. Par exemple, il y a les nombres entiers. Ils sont en groupe avec la somme. Ça, c'est l'opération étoile. Et l'élément neutre ici est 0, parce que quand vous faites la somme d'un élément avec 0, ça ne change pas. Et l'inverse d'un élément, c'est, lui, changer de signe. Ça, c'est une structure de groupe que vous connaissez très bien. Et en fait, Z est la télécommande.
Il y a plus 1 et moins 1. Et aussi, si vous voulez faire une variante sur cet exemple, vous avez R, voilà, avec l'opération de somme. Je vous laisse développer le reste de la structure. Mais si on veut se dire pourquoi on appelle l'opération étoile multiplication, bah, là j'ai un autre exemple. R privé de 0 est un groupe. La multiplication est la multiplication. L'élément neutre est 1 et l'inverse d'un élément est 1 sur cet élément. Bien. Et donc une fois qu'on a un groupe, G est un objet X qu'on a envie d'étudier, on peut parler d'une action de G sur X. Ça, c'est juste une façon d'associer à chaque élément de notre groupe une fonction de X vers X. Et on va penser à cette fonction comme l'action d'un élément sur notre X. Donc, chaque élément petit g encode une fonction, donc vous devez y penser comme une façon de bouger votre X, c'est une espèce de symétrie de X. Et ça, c'est une action de groupe. Bien sûr, on veut que ça respecte certains axiomes, qui sont les axiomes de la télé. Par exemple, l'élément neutre, on veut qu'il agisse comme ne rien faire. Et mathématiquement, on dit que l'élément neutre est associé à l'identité de X. Et après, on veut que quand on agit avec un élément et après avec un autre, au final, c'est la même chose qu'agir avec les produits des deux. Ça, c'est une action de groupe et justement encode l'idée qu'il y a certaines symétries sur X et vous pouvez tous les ramasser dans une certaine structure. Et en fait, l'idée d'action de groupe est beaucoup plus naturelle que l'action de groupe et en fait, c'est beaucoup plus facile de définir un groupe grâce à une action, comme le groupe de symétrie de certains objets, que définir d'abord un groupe est une action. Un exemple, c'est donné par le cercle. Parce que le cercle est un groupe. Et comment? Bah, pour comprendre comment il est un groupe, il faut comprendre comment on multiplie des éléments. Il faut dessiner une droite qui passe par l'élément neutre et par le centre du cercle. Et maintenant, chaque élément de votre cercle, vous l'identifiez avec une rotation d'un certain angle que j'ai dessiné ici dans cette figure. Et après, pour multiplier des éléments, vous faites juste la composition des deux rotations du plan. Vous composez deux rotations, ça fait une rotation. Et comme ça, vous avez défini à la fois un groupe, qui est le cercle, qui agit sur le plan. Une action. Très bien. Et en fait, ce n'est pas un cas que le symbole d'action soit un cercle qui bouge. Et donc, j'espère vous avoir convaincu que l'idée de l'action de groupe, c'est quelque chose de très naturel. Ça paraît un plan de domaine mathématique, mais aussi un plan de domaine scientifique, parce que si X est une molécule chimique, vous avez peut-être envie d'étudier sa structure tridimensionnelle, et vous pouvez étudier le groupe de symétrie de cette structure tridimensionnelle. Ou si X est un système physique, G peut être les symétries de ce système. Et dans ce contexte, ça a par exemple de sens de se demander si les lois de la physique sont invariantes par inversion temporale. Et moi, dans ma thèse, j'étudie certaines actions spéciales, qui sont les représentations, et je les étudie pour les groupes algébriques réductifs, qui viennent de la géométrie. Je ne vais pas vous parler de ça, mais je vais plutôt vous raconter une histoire qui explique à quel point les actions de groupe sont utiles en mathématiques et pas forcément. Et l'histoire, c'est l'histoire de la personne qui est typiquement associée avec la définition de groupe. Si vous êtes intéressé par les maths, vous l'avez vous à la télé, je vais vous le montrer. En fait, c'est une figure légendaire dans le milieu mathématique parce qu'à cause de son histoire, de ses résultats de maths et de toute la légende qui est autour de ce personnage. Ouais, mais c'est lui moins un. Et alors lui, c'est Évariste Galois. C'est un jeune mathématicien du bout du 19e siècle. Et il est jeune parce qu'il est mort jeune. Il est mort quand il avait 20 ans, suite à un duel pour une femme. Et tout ce qu'on sait sur son ouvrage mathématique, on le sait parce que la veille de son duel, il allait se coucher tard et il a écrit une lettre à un ami en lui expliquant certains de ses travaux de maths et en lui donnant des indications sur quoi faire si le duel se serait mal passé. Et ça s'est mal passé. Et justement, cette histoire justifie le mythe. Et c'est pour ça que moi j'étais dégoûté d'apprendre il y a quelques jours qu'elle est fausse, comme je vous l'ai raconté. Parce que c'est vrai que Galois est mort très jeune, suite à un duel, probablement pour une femme. C'est vrai que la veille de son duel, il a écrit une lettre à un ami avec certaines idées de maths. Mais par exemple, c'est faux que tous ces travaux de maths sont contenus dans cette lettre, parce qu'il avait déjà essayé de publier ses résultats, même s'il était très très jeune, et ses résultats la publication lui avait été partiellement refusée.
Et c'est aussi faux que Galois a donné une définition moderne de groupe, même s'il reste la première personne qui a utilisé le mot groupe pour indiquer ce qu'aujourd'hui on connaît comme groupe. Et c'est aussi vrai que Galois, il a compris comment utiliser les actions de groupe pour résoudre un des problèmes les plus importants de son époque, et on pourrait dire même le stéréotype des problèmes de maths. C'est-à-dire, lui, il a compris comment on peut résoudre les équations grâce au groupe. Okay. Pour vous expliquer ce résultat, je fais une petite parenthèse. Si vous avez une équation polynomiale de degré 2 comme ça, alors on sait qu'il y aura un maximum de solutions, et ces solutions, on peut les exprimer grâce à des formules dans lesquelles il apparaissent les coefficients ABC de l'équation, et ils sont liés par des formules élémentaires et des racines, des expressions élémentaires comme somme, division, etc. Et là, il y a des racines carrées. Si vous faites la même chose pour une équation cubique de degré 3, c'est pareil, il y aura un maximum de 3 solutions. Et pour ces solutions, on a des formules dans lesquelles il apparaissent les coefficients ABCD, des racines cubiques et des autres opérations. Je ne les affiche pas parce que ce n'est pas le cas. Et par exemple, du coup, ces deux équations, les équations de degré 2 et de degré 3, partagent le fait d'être résolubles par radicaux, c'est-à-dire on connaît des formules explicites pour les équations en termes de coefficients et de certaines racines dans certains degrés. Et le gros problème de l'époque de Galois était de savoir si tous les équations polynomiales étaient résolubles par radicaux, et si ce n'était pas le cas, de savoir quelles l'étaient. Et c'est là que les groupes interviennent. Et l'idée est que, étant donné une équation polynomiale, on peut y associer un groupe qui s'appelle groupe de Galois de cette équation. Et ce groupe de Galois de l'équation, il agit par permutation sur les solutions. Et en particulier, on peut déduire des propriétés de notre ensemble de solutions grâce à l'action de groupe. Par exemple, le fait que l'équation soit résoluble par radicaux est équivalent à une condition sur le groupe, qu'on appelle justement être résoluble. Sauf que dans le côté groupe, c'est beaucoup plus facile de dire si un groupe est résoluble ou pas. Et donc, par exemple, là, ça nous donne une méthode explicite pour dire si une certaine équation est résoluble ou pas. Par exemple, celle-là, elle n'est pas. Si vous voulez faire l'exercice, c'est sympa. Et je l'ai fait ce matin parce que je ne savais pas faire avant. Et cet exemple n'est pas Galois, mais quand même, ça reste un exemple d'une équation qui n'était pas résoluble. Et l'idée, c'est vraiment que l'ensemble de solutions de l'équation est un objet riche parce qu'il y a cette action de groupe qui vous donne beaucoup d'informations. Et donc, si vous voulez, la morale de toute l'histoire est qu'il ne faut jamais négliger la symétrie dans vos problèmes. Et surtout, ne pas faire de duels. Merci.